Where's your Christmas spirit? Merry Christmas, mother. Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous que ce mois de février sort un thriller d'action, qui plus est le deuxième volet d'une trilogie avec Bruce Willis. Detective Knight Redemption est la suite de Detective Knight Rogue, et l'ex John McClane y joue un inspecteur nommé James Knight. Dans cette suite, il doit neutraliser un gang de Père Noël fanatiques en échange de son badge de policier qu'il a perdu dans le film précédent. Et bon, moi, je veux pas jouer la carte du suspense, hein. C'est tout pourri, hein, c'est moche, il se passe rien, et bien sûr, on passe notre temps à suivre des gens qui ne sont pas Bruce Willis et qui récitent des dialogues génériques dans des décors impersonnels. Un bon gros navet soporifique. Et si vous n'étiez pas au courant, eh ben c'est normal, il est sorti directement en vidéo dans l'indifférence générale, et figurez-vous que c'est loin d'être la première fois que ça arrive. Sur les seules années 2020, 2021 et 2022, le comédien a joué dans 22 films, dans leur immense majorité du même acabit, et parfois encore plus indigent. Et ouais, hein, le large de écran large, ça veut en fait dire, hein, on laisse Mathieu regarder et critiquer tous les pires aides vendus à 5 € dans les supermarchés, donc je m'en suis infligé quelques-uns sortis en France comme Anti-Life, Apex, Out of Death ou Cosmic Sin. C'est compliqué d'écrire quelque chose d'original à leur propos parce qu'ils sont tous pareils. Et je parle pas seulement de la formule narrative, de l'esthétique ou même du fait que Willis est en tête d'affiche mais qu'il atteint rarement les 10 minutes de présence à l'écran. Je parle aussi des gens qui les font. La trilogie Detective Knight entière est réalisée par un seul mec qui s'appelle Edward Drake et qui a une sacrée filmographie puisqu'il a aussi mis en scène, si toutefois on peut encore appeler ça de la mise en scène, Apex, Cosmic Sin, American Siege et Gasoline Valley. Et c'est sans compter ceux qu'il a écrits, hein. C'est pas le seul à se retrouver au générique d'une bonne partie de ces trucs qui sortent tous les 4 mois. Le co-scénariste du premier opus, Corey Large, est crédité à la production et au casting d'un gros paquet d'entre eux. Et ça, c'est parce que ces films sont peu ou prou des arnaques pures et simples. Et la vraie personne autour de laquelle gravite tout, ou du moins qui est à l'origine de la combine, c'est un producteur qui s'appelle Randall Emmett, et ce même s'il n'est pas techniquement crédité sur ce film-là. Et alors les amis, on est sur un sacré morceau. Randall Emmett débute sa carrière en 1994 et il commence comme assistant d'une agence de gestion de talent. À 24 ans, il devient l'assistant de Mark Wahlberg, ce qui lui met un bon pied dans l'industrie. Lui veut devenir producteur et il va y arriver après sa rencontre avec George Furla, un hedge fund manager. Ensemble, ils créent Emmett Furla qui plus tard deviendra Emmett Furla Oasis suite à des investissements d'une société basée à Dubaï. Cette boîte est généralement connue sous l'acronyme EFO. Et alors bon, si je consacrais une vidéo entière à la personnalité pour le moins controversée du bonhomme, elle ferait 8 heures, hein. On peut noter par exemple qu'il s'est plus ou moins acheté indirectement une réputation, puisqu'il a filé à Martin Scorsese assez de fric pour pouvoir concrétiser son film Silence, en échange d'un crédit de producteur sur son The Irishman, alors qu'en fait il a rien fait. A noter également qu'il a été très largement accusé de comportements inacceptables, outre sa relation avec ses subordonnés qui font pour certains d'entre eux état d'insultes, d'humiliation, voire d'incitation à des tâches dangereuses. Il aurait demandé à des actrices des relations sexuelles en échange d'un rôle. Des accusations qu'il nie. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire les articles du Los Angeles Times et notamment le dernier en date qui retrace aussi bien ces différentes allégations que les détails des procès en cours, de ses méthodes de production, des activités de ses investisseurs, etc. Bref, toujours est-il que le bonhomme s'est spécialisé dans une méthode très particulière, explicitée dans un article passionnant de Vulture. L'idée vient probablement aussi d'Avi Lerner qui travaillait en collaboration avec la Canon, qui produisait des mockbusters et qui a pris sous son aile Emmett. Et cette idée, en gros, c'est de proposer un gros chèque à des méga stars du cinéma hollywoodien qui ne sont plus aussi en vue qu'à leur âge d'or pour quelques jours de tournage. Le reste de la production est au rabais complètement, hein. C'est des tournages dans des pays où tout coûte moins cher, avec une petite équipe et un budget qui va du modeste au microscopique. Oui, parce que maintenant c'est microscopique, hein. Les méga stars en question ne sont pas toujours les personnages principaux, mais elles servent à prévendre le film sur certains marchés et leur tronche sera bien entendu en grand sur l'affiche. La formule serait plus ou moins née grâce à Steven Seagal et Battlefield Earth. C'est le réalisateur Michael
Oblowitz, qui revendique dans le papier de Vulture l'avoir créé avec The Foreigner, véhicule pour Seagal tourné à l'économie. Donc je vous passe les détails des caprices de ce bon vieux Steven, qui a quand même arrêté le tournage le temps d'une cérémonie de moines bouddhistes népalais qui devait déterminer si la production pouvait continuer. Du classique quoi. Non, le principal problème c'est que la boîte de prod Franchise Pictures s'est retrouvée bien dans la merde au moment du montage. Elle était mouillée dans une enquête et son boss Eli Samaha devait payer 77 millions de dollars de dommages pour avoir gonflé le budget de film, dont le blockbuster scientologique complètement abruti avec John Travolta, le fameux Battlefield Earth. Et du coup, le réalisateur Oblowitz et sa vedette Seagal s'en sont remis à Emmett et à sa structure pour le film d'après, intitulé Out for a Kill. Alors dans les années 2000, ils ne faisaient pas encore preuve du même cynisme. Ils ont notamment produit des trucs qu'on pourrait qualifier de films, comme la comédie romantique adolescente Try 17 avec Elijah Wood, qui était pas trop mal reçu d'ailleurs, ou le remake de Wicker Man. Oui, je sais, j'ai vu ce film, mais croyez-moi qu'à côté de ce qu'ils ont fait après, c'est du Kurosawa. Bon, à ce moment, les vedettes en question, c'est Val Kilmer, John Travolta, ou bien sûr Steven Seagal. Plus tard, même des comédiens comme Robert De Niro y passeront dans, par exemple, Freelancer, aux côtés de 50 Cent et Forest Whitaker, et ouais, carrément. Mel Gibson est aussi concerné, c'est d'ailleurs eux qui ont produit le Die and Retry Boss Level de Joe Carnahan, peut-être un des seuls trucs regardables de leur catalogue récent, avec Gibson donc. L'article du Los Angeles Times est par ailleurs assez généreux en détail, puisqu'ils disent connaître les détails des contrats en question. Pour Savage Salvation, De Niro aurait empoché 11 millions pour 8 jours de production, et ce sans compter une cascade d'avantages, comme une semaine de vacances pour lui et sa famille, tout frais payé juste après le tournage au Ritz-Carlton. Après ça, il peut demander qu'on l'emmène en jet à un autre endroit des Caraïbes pour 1 à 2 semaines. Mais bon, s'il a vraiment la flemme de s'infliger 3 semaines de vacances consécutives, on peut le comprendre après tout, il peut aussi se faire reconduire lui et sa famille à New York, mais il a le droit à ses nouvelles vacances quand il veut, et dans les 12 mois qui suivent, avec des frais supportés jusqu'à 100 000 $. C'est ce qu'on appelle un deal plutôt honnête. Al Pacino, en revanche, c'est seulement 6 millions pour 19 jours de production sur American Traitor, The Trial of Axis Sally. Il aurait dû prendre des cours de négo sur la production de Hit, clairement. Et Bruce Willis, enfin, pour Hard Kill, aurait empoché 1,5 million de dollars pour 4 jours de production. Et oui, parce que les acteurs que je viens de citer ont accepté de participer au modèle économique d'Emmett, le temps d'un, deux, quelques films tout au plus. Avec l'arrivée de Bruce Willis sur ce créneau, les mecs ont commencé à forcer à un point complètement absurde. Je parlais de 4 jours de production, mais sur certains de ces trucs copier-coller à la chaîne, l'acteur est venu sur le plateau 2 jours, voire encore moins. Vulture reprend l'exemple de Out of Death qui, pour l'avoir vu, est vraiment juste une arnaque filmée. Enfin, c'est des acteurs qui courent en rond dans un parc municipal pendant 1h30 et toutes les 10 minutes, il y a un plan sur Willis qui fait je vais les avoir ». Le film aurait été tourné en octobre 2020 par un superviseur musical nommé Mike Burns. La première semaine de tournage a sauté, les mesures par rapport au Covid n'étaient pas encore super précises. En tout, il n'a plus resté que 9 jours de tournage et Bruce Willis, qui devait être là 2 jours, a dû faire toutes ses prises en un seul. Et ça se voit. Dans les faits, Willis semble être plutôt à l'aise avec ça. Sur le papier, il est grassement payé pour très peu de travail finalement. Il a d'ailleurs poussé le truc encore plus loin, puisqu'on l'a récemment aperçu dans cette publicité pour l'opérateur russe Megaphone. Mississippi. Mississippi. Mississippi, пароль верный. Будь всегда на связи с детьми. Подключай бесплатный семейный тариф в салонах Мегафона. Et si vous avez trouvé ça chelou, c'est normal, il ne s'agit pas vraiment de Bruce Willis, mais d'un deepfake, c'est-à-dire qu'on a modélisé son visage, puis qu'on l'a collé sur la tronche d'un autre comédien, ou comment jouer de son image sans même quitter son canapé. Une technique qui se répand partout, d'ailleurs vous l'avez sûrement remarqué, à chaque fois qu'Antoine parle d'Avatar, il s'agit en réalité d'un attaché de presse de Disney sur lequel on a imprimé son visage. Il y a quelques mois, The Telegraph a avancé que le comédien aurait vendu les droits de son double numérique pour le cinéma, sauf que quelques jours après, son équipe les a contredits en expliquant qu'il n'avait pas de contrat avec la société Deepcake qui organise ce genre de choses. Ça veut dire que la société n'a pas les droits de son image, c'est toujours Bruce Willis lui-même qui décide qui utilise cette image, en vrai ou virtuellement, et après tout,
c'est justement légalement et moralement son droit. Alors bien sûr, on peut être déçu, parce que le but des productions d'Emmett sont clairement de nous la mettre à l'envers. Lui, il s'adresse aux gens qui font leurs courses ou qui se baladent dans un quelconque magasin, qui voient la tronche de Bruce Willis ou de n'importe quel autre acteur de cette trempe, et qui font « Eh mais attends, mais c'est Bruce Willis là, dans un film que je connais pas en plus !» et qui se retrouve avec un AV qui ferait passer Die Hard 5 pour un chef-d'œuvre. Sauf que l'exploitation de son image a posé plusieurs autres questions récemment. En mars 2022, l'acteur a décidé de mettre fin à sa carrière et sa famille a expliqué qu'il souffrait d'aphasie, qui affecte ses capacités cognitives. La trilogie Detective Night et Affiliés sont donc ses derniers rôles, mais dans ce contexte, la réputation d'Emmett et des escrocs dans son genre en sort encore plus misérable si c'était encore possible. L'article du Los Angeles Times raconte le tournage de Midnight in the Switchgrass, qui est son premier film en tant que réalisateur. Et travailler avec Willis sur ce film, c'est dicter ses lignes de dialogue dans une oreillette et mobiliser une bonne partie de l'équipe pour lui faire comprendre l'action à effectuer. Emmett a assuré au Times qu'il n'était pas au courant de l'aggravation de l'état de santé de son acteur, et pour beaucoup, c'est difficile à croire. Un autre article révélait des échanges avec un peu moins d'une vingtaine de personnes ayant travaillé sur ces plateaux et qui étaient inquiets pour le bien-être de l'acteur. Il y a plein de détails sur les difficultés qu'il y avait, mais franchement, nul besoin de les énumérer. On en retient juste que sa maladie était un secret de Polichinelle, ce qui n'a pas empêché EFO de multiplier ses collaborations. Bon, et si je mets de côté les pincettes, c'est vraiment du cinéma d'exploitation dans le pire sens du terme. Bien évidemment, on souhaite à Willis le meilleur pour sa vraie retraite, et soyons honnêtes, ces derniers aides sont très vite oubliés à côté du Sixième Sens, des Die Hard ou de Looper, entre autres. D'ailleurs, même les Razzie Awards sont revenus sur leur moquerie, c'est dire. Du côté de chez Emmett, par contre, c'est plus compliqué. Selon le Times, son empire est en train de complètement se péter la gueule, croulant sous les procès et les dettes, sans compter les accusations que j'ai évoquées plus tôt. Mais rassurez-vous, Detective Night Indépendance, le tant attendu 3e volet de cette saga épique, devrait sortir d'ici là, et ni Emmett ni sa compagnie ne sont à l'affiche de cette trilogie, ou du moins c'est ce qu'en dit IMDb puisque le site d'EFO est inaccessible. Car ce cher monsieur a semble-t-il lancé une mode, et si vraiment il décroche, il y aura toujours des gens pour reprendre les affaires. Plus globalement, l'exploitation de l'image d'une vedette pareille en dit long sur le fameux star system hollywoodien, par ailleurs remis en question quand on voit que certains projets débordants de gigastars se ramassent les uns après les autres au box-office. Ces films, pubs et compagnie ne restituent rien de ce qui fait la sympathie du John McClane qu'on a tous et toutes appris à apprécier. Ils le réduisent à un nom et à un visage mutique, à une marque en fait, à accoler sur des thrillers génériques et des space opéras en carton. Rien de nouveau dans cette déshumanisation, bien entendu, mais on voit donc qu'elle s'adapte très bien au cinéma d'exploitation contemporain et aux technologies modernes. Un jour, on reparlera peut-être de ce star system, de la manière dont il a été instauré et de comment il a participé au soft power hollywoodien, mais aujourd'hui, je dis juste que ses pires aspects sont encore d'actualité. Et je dis aussi de ne pas regarder Detective Night au cas où c'était pas super clair. Pour d'autres enfonçages de portes ouvertes au bazooka, et si vous avez l'envie et les moyens, n'hésitez pas à nous soutenir sur le site Écran Large. En échange d'un bel abonnement pour quelques deniers, vous aurez droit à de beaux dossiers exclusifs sur Sexe, mensonges et vidéos, Un monde parfait ou encore Monster House, ainsi qu'à une superbe étoile à côté de votre nom, et ça on n'en parle pas assez, c'est vachement bien. Et si vous avez pas peur des débats animé, on va dire, vous pouvez venir à notre séance de Sucker Punch, précédée d'un apéro et suivi d'une baston, enfin, d'une discussion. À la prochaine.